Bon, ben, dans la joie et la bonne humeur, on se retrouve pour des nouvelles séquences vidéo, notamment sur le cours d'intégration. Euh, Juste avant les vacances, on s'était arrêté sur le beau théorème des sommes de Riemann qu'on avait illustré par quelques exercices. Vous avez vu que je vous ai mis deux exemples supplémentaires entièrement rédigés sur le cours. Bon, ça, je vous laisse les rédiger. Et il y avait en suspens un exercice qu'on n'avait pas achevé, c'était l'exercice numéro 10, où il était question d'étudier la suite UN dont le terme général était donné par cette expression. Alors, bon, ben, on va s'attaquer à l'étude de cette suite. Alors déjà, première remarque sur cette suite, hein, la remarque qui saute aux yeux, c'est que c'est une expression qui est fortement multiplicative, hein. Euh, Déjà, le terme qui est dans la puissance est formé uniquement de produits, on a une puissance qui dépend de n, et en plus on a ici une multiplication par 1 sur n. Donc il n'y a pas 36 façons de faire pour traiter ce genre de suite. Pour moi, la bonne manière d'aborder ça, ça serait déjà de travailler avec la suite de ces logarithmes. Alors déjà, on peut quand même constater que UN est une suite qui est strictement positive dès que n est un entier naturel non nul, hein. C'est les entiers pour lesquels elle est définie. Et donc, c'est parfaitement possible d'appliquer le logarithme. Je vais donner un nom à la suite des logarithmes, je vais l'appeler Vn. C'est le logarithme de UN. Et on va appliquer la fonction log à cette expression. Alors, on va pas multiplier les étapes, hein, mais on va quand même faire attention, c'est-à-dire que déjà on va dire que c'est le log de ce terme multiplié par ce terme, donc c'est déjà le log d'un produit. Le log d'un produit, c'est la somme des logarithmes, et le logarithme de 1 sur n, c'est moins ln de n. Donc on va récupérer moins ln de n, plus le logarithme de ce terme-là. Or, le logarithme de ce terme-là, comme c'est le logarithme d'une puissance, on sait que la puissance, elle va descendre. Donc on va récupérer 1 sur n, logarithme de factoriel de 2n sur factoriel de n. Voilà, donc ce qu'on obtient en premier main. Alors ensuite, on va s'occuper du terme qui est ici. Ce terme-là, je vais déjà le simplifier parce qu'il y a beaucoup de facteurs en commun au numérateur et au dénominateur. Je m'ai envie de dire tous les termes du dénominateur sont en facteur au numérateur. Puisque le numérateur, c'est le produit de 2n fois 2n moins 1 fois, etc. jusqu'à n plus 1, fois le produit de tous les entiers entre 1 et n, et ça c'est le produit de tous les entiers entre 1 et n. Donc voilà l'expression qu'on récupère quand on simplifie le terme qui est dans le logarithme. Donc maintenant on va pouvoir simplifier le log. Le log de ce terme-là, c'est le log de ce terme-là, et on sait que le log il va transformer la somme en produit. Donc on va récupérer que Vn est égal à moins ln de n plus 1 sur n multiplié par une somme donc la somme des ln de k, on va l'écrire comme ça dans un premier temps, où k varie entre n plus 1 et 2n. Alors, ce qui est désagréable dans l'écriture de cette somme telle qu'elle est écrite ici, c'est effectivement que les paramètres ici dépendent de n. On préférerait que k varie entre 1 et n, soit des paramètres fixés. Donc il va falloir faire un changement d'indice qu'on va faire. Donc là, je réécris juste le terme moins ln de n plus 1 sur n. Donc pour faire un changement d'indice, ce que j'aimerais, c'est diminuer l'indice de n dans la somme. Donc faire varier k entre 1 et n, puisque j'ai diminué de n à chaque étage. Et dans ce cas-là, on sait qu'il faut augmenter de n le terme en k. Alors, évidemment, ça s'accompagne d'une vérification. Cette somme-là, si je l'écris en extension, c'est ln de n plus 1 plus ln de n plus 2 plus etc. jusqu'à ln de 2n. Ici, quand on prend k égale 1, on a bien nn plus 1. Quand on a k égale 2, on obtient log de n plus 2. Et k égale n, on obtient bien log de 2n. Donc on a bien ici la même somme au-dessus et en dessous, mais avec ici des indices qui vont varier plus simplement entre 1 et n. Là, vous reconnaissez une expression qui est homogène de degré 1. Hein. Chaque variable est à une puissance 1. Donc ça nous invite à mettre 1 sur n en facteur pour faire apparaître le fameux motif k sur n des sommes de Riemann. C'est de toute façon un conseil que je vous donne dès que vous avez une expression qui est homogène en degrés. Donc là, on va mettre 1 sur n en facteur. On sait en plus que factoriser dans des logs, ça ne pose pas réellement de problème. Donc je factorise n, et là, on va récupérer l'expression, donc 1 plus k sur n. Donc le fameux motif qui nous intéresse. Donc on continue à linéariser jusqu'au bout.
C'est un exercice où il faut vraiment faire les calculs proprement et en se parlant pour bien voir chacune des étapes. Donc la somme maintenant varie entre 1 et n, donc on va récupérer, donc, comme c'est le log d'un produit, la somme des deux logarithmes, donc ln de n plus ln de 1 plus k sur n, le fameux motif k sur n qu'on cherche dans le théorème des sommes de Riemann. Bon, évidemment, la somme englobant les deux termes. Là, maintenant, on va réutiliser la linéarité du symbole sigma, quitte à linéariser linéarisons complètement. Donc, on va récupérer moins ln de n plus. Alors, ce terme-là, il ne dépend pas de n, donc il va être additionné n fois. Donc, on va récupérer n ln de n multiplié par 1 sur n. Donc, on va récupérer ln de n, qui se simplifie avec le premier terme, plus 1 sur n, multiplié par la somme quand k varie entre 1 et n des ln de 1 plus k sur n. Voilà ce qu'on récupère. Donc ici, ces deux termes-là s'éliminent. On est donc ramené vraiment à l'étude d'une somme de Riemann, puisqu'on récupère donc le facteur 1 sur n. On reconnaît le pas de la subdivision à pas constant. Et le log de 1 plus k sur n, c'est la fonction, donc notre fameuse fonction évaluée en k sur n. Donc ici, il est absolument légitime de considérer la fonction donc définie sur 0,1, puisque c'est le théorème de Riemann sur 0,1 que j'utilise, à valeur dans R, qui a t à ceci, ln de 1 plus t. Donc là, on est parfaitement dans le cadre du théorème des sommes de Riemann, puisque cette fonction f est une fonction qui est continue sur l'intervalle 0,1. Je rappelle que log, elle est continue sur R plus étoile, et que quand t est compris entre 0 et 1, ce terme-là est plus grand que 1, donc bien inclus dans R plus étoile. Donc, ce qui fait de cette fonction une fonction continue sur l'intervalle 0,1. Et donc le théorème des sommes de Riemann nous dit que la suite Vn est convergente et qu'elle va converger vers l'intégrale. Donc là, l'application du théorème des sommes de Riemann nous dit que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus t dt. Donc ça, c'est le théorème des sommes de Riemann. Sa somme. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale et on aura la limite de Vn. N'oublions pas que Vn c'est juste une suite auxiliaire, ce qui nous intéresse c'est plutôt la limite de Un. Bon, on va calculer cette intégrale là. Alors on a déjà une intégrale qui est directement calculable avec une intégration par partie, parce que je vous rappelle que la fonction log c'est une fonction qu'on sait plutôt mieux dériver qu'intégrer, donc on va la dériver, hein, je vous ai dit tout l'art des intégrations par partie, c'est dériver pour intégrer, hein, c'est plutôt pas mal avec les fonctions usuelles dont on connaît bien les dérivés. Donc ce terme-là, je vais le dériver, en même temps que je le dérive, je m'aperçois qu'effectivement c'est dérivable comme composé de fonctions dérivables, donc je le dérive comme une composée, donc u' sur u, donc u' étant égal à 1, on récupère cette expression. Donc cette fonction, elle est bien dérivable par composition et sa dérivée est bien continue. Donc cette fonction, elle est bien de classe C1 sur l'intervalle 0,1. On regarde maintenant la fonction qu'on a à intégrer, qui est la fonction constante égale à 1. Donc est une fonction continue, on peut l'intégrer en... Alors on peut l'intégrer en t, mais on voit tout de suite qu'on a intérêt à l'intégrer en t plus 1 pour pouvoir simplifier la fonction qui va être sous l'intégrale tout à l'heure. Donc je l'intègre en ajustant la constante. Donc là, mon intégration par partie va donner t plus 1 fois ln de t plus 1 pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de la fonction constante égale à 1 pris entre 0 et 1. Donc on récupère que cette intégrale vaut ici 2 ln de 2 moins la valeur ici en 0, la valeur en 0 vaut ici, moins l'intégrale de la fonction constante égale à 1 sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire moins 1, puisque là j'ai juste à calculer l'aire d'un rectangle. Donc on récupère que la limite de Vn, c'est cette expression-là, que je vais préférer écrire ln de 4 moins 1. Alors je préfère l'écrire comme ça, puisque l'objectif c'est de déterminer la limite de la suite un. Or pour récupérer un à partir de Vn, il faut que je passe à l'exponentielle. Or on peut évidemment passer à la limite dans l'exponentielle, puisque celle-ci est continue. Donc on récupère que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de exponentielle de Vn. Et cette limite-là, c'est exponentielle de ln de 4 moins e.
Ça, c'est parce que l'exponentielle est une fonction qui est continue. Et donc, en simplifiant, comme ln de 4 moins e, c'est exponentielle de ln de 4 sur exponentielle de e, on récupère que la limite, c'est 4 sur e. Donc voilà, hein, un exercice qui est assez difficile. Hein. Il faut des patients. Déjà, penser à appliquer la fonction logarithme, ça me semble indispensable. Et le deuxième point, c'est faire apparaître une somme de Riemann dans ce log où on a une expression ici qui est homogène en degrés, donc qui se prête bien à la factorisation par n, et ce qui se prête bien à un calcul dans un log, puisqu'on sait que dans un log, on aime plutôt bien les expressions qui sont factorisées. Donc un exercice à retravailler, bien sûr. Alors nous arrivons à la partie que j'ai appelée intégration et dérivation, hein, dont le théorème le plus important sera ce qui s'est appelé très longtemps le théorème fondamental de l'analyse, et qui maintenant s'appelle le théorème fondamental de l'intégration. On appelle aussi le théorème fondamental du calcul différentiel. On va d'ailleurs comprendre pourquoi. Donc je vous rappelle que nous, quand on a construit l'intégrale, on a choisi une approche qui était purement géométrique, hein, puisqu'il s'agit de faire des approximations d'air. On a approché l'air que j'ai indiqué ici en bleu en faisant des approximations par des aires de rectangles, par des fonctions donc en escalier en dessous du graphe de f et au-dessus du graphe de f. Et l'objectif, c'est de démontrer que par ce biais, on construit une fonction qui est dérivable, bon, ce qui est déjà pas totalement évident, de voir que la fonction considérée ici géométriquement, c'est-à-dire que la fonction que je définis, je vais l'appeler ici grand FA, donc qui est définie ici sur l'intervalle AB, a priori à valeur dans R, et qui à x associe l'intégrale entre a et x de f de t dt, donc, de voir que cette fonction est dérivable, donc ce qui est déjà pas complètement évident en soi, et que la dérivée, c'est la fonction qui est ici. C'est-à-dire c'est la fonction qui définit le contour du graphe de f au-dessus de la fonction. Donc on a deux objectifs dans ce théorème fondamental de l'intégration. C'est déjà d'une part de démontrer que cette fonction est dérivable, et d'autre part de calculer la dérivée, de démontrer que la dérivée de cette fonction, c'est la fonction petit f qui définit le contour. Voilà, donc un programme qui paraît difficile. Alors après, une fois qu'on aura démontré ce résultat-là, le résultat est mouse, hein. On est en train de dire que les fonctions continues admettent des primitives. Et qu'elles sont uniques à une constante près, ça on le verra un petit peu plus tard, d'une part. D'autre part, ça ramène le calcul d'intégrale, qui est pour l'instant un calcul d'air, je vous le rappelle, ça ramène le calcul d'une intégrale à la recherche d'une primitive de l'intégrande. Donc là, non seulement on fait le lien entre une notion qui est purement géométrique, une approximation d'air, à une notion qui est purement différentielle, le calcul d'une intégrale, c'est le calcul d'une primitive. Voilà, donc voilà le programme. Eh bien on va se lancer, on va déjà citer le théorème fondamental de l'intégration, et puis le démontrer. Alors j'ai juste réécrit ce que j'ai dit oralement, c'est-à-dire que je prends une fonction qui est continue sur un intervalle, je choisis un point A quelconque de l'intervalle I, et j'affirme que la fonction donc qui à x associe l'intégrale entre a et x de f de t dt est d'une part une fonction dérivable sur l'intervalle I, et que sa dérivée, c'est la fonction qui définit le bord ici, c'est la fonction petit f. Donc on va démontrer ce résultat. Alors je vais donner un nom à cette fonction que je vais appeler grand f. Et je vais déjà dire que cette fonction grand f, elle est bien définie, hein, puisque je vous rappelle que c'est l'intégrale d'une fonction continue sur des bornes qui sont définies dans un intervalle où la fonction i est continue. Donc il n'y a aucun problème pour la définition de f sur i. Donc déjà, la fonction f, elle est bien définie sur i. Alors pour montrer que f est dérivable, là on va devoir revenir à la définition de la dérivabilité. Donc on va tout de suite bien définir notre objectif, hein, l'écrire proprement. Hein. On sait que c'est les démarrages de démonstration qui sont essentiels. Donc ici on va se donner un point quelconque de l'intervalle i, que je vais appeler u pour coller le plus possible à mon cours et à mon énoncé. Donc je me donne u, un élément de i. L'objectif c'est de montrer que f est dérivable en u. Montrons donc que la fonction grand f est dérivable en u, c'est-à-dire, donc reformulons tout de suite ce qu'on a à démontrer. Ce qu'on doit donc démontrer, c'est que la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire la limite de quand x tend vers u de f de x moins f de u sur x moins u,
tend vers un nombre L, un nombre réel, lorsque x tend vers U. L'objectif est plus précis, puisque nous, on aimerait démontrer qu'a priori, la dérivée de cette fonction, c'est petit f. Donc on aimerait démontrer en plus que le nombre qui est là, c'est le nombre f de u. Donc notre objectif, c'est de démontrer que la limite lorsque x tend vers u de f de x moins f de u sur x moins u est égale à f de u. La volonté, c'est toujours de se ramener à 0. Donc notre objectif, ça va être de montrer que la limite lorsque x tend vers u de f de x moins f de u sur x moins u moins f de u est égale à 0. Donc pour ça, étant donné le peu de choses qu'on sait sur f, la seule chose qu'on sait sur f, c'est une hypothèse de continuité, qui n'a rien de quantitative, c'est une hypothèse qualitative. On va devoir procéder à un raisonnement à epsilon près. Donc je vous rappelle que le cérémonial dans ce cas-là, c'est de fixer un epsilon strictement positif et de bien cibler ce que l'on cherche. Ici, ce que l'on cherche, c'est un voisinage sur lequel on a la distance entre la fonction et sa limite qui est plus petit que epsilon. Donc on va évidemment bien mettre en lumière ce que l'on cherche. Donc cherchons un voisinage de U. Un voisinage de U, c'est la donnée d'un nombre état strictement positif. Donc cherchons état strictement positif tel que. Donc c'est ce fameux voisinage que l'on cherche. Donc on le cherche tel que si la distance entre x et u est inférieure ou égale à état, alors ceci implique que la distance entre f de x moins f de u sur x moins u moins f de u est inférieure ou égale à epsilon. Donc on cherche un voisinage de u sur lequel ce terme-là va être dominé par epsilon. Epsilon est une quantité fixée. Ce que l'on cherche, c'est donc le voisinage. Pour ça, on a juste une information sur f, c'est sa continuité. Alors, la première chose à faire, ça va être justement de voir comment rendre petit cette expression. Donc, on va déjà calculer sur l'expression qui est ici. Donc, pour l'instant, je ne vais pas mettre les valeurs absolues, je vais juste travailler sur l'expression. Et on va voir déjà à quoi elle ressemble par définition. Donc, f de x moins f de u, c'est donc a priori 1 sur x moins u, multiplié par l'intégrale entre donc a et x de f de t dt, moins l'intégrale entre a et u de f de t dt. Donc je vais tout de suite changer le sens des bornes pour me ramener à une somme. Donc on va avoir l'intégrale entre u et a de f de t dt, après changement de sens des bornes. Ça, moins petit f de u. On voit tout de suite que là, on est en mesure d'appliquer la relation de Chasles et de voir que l'intégration va effectivement se faire entre x et u. Donc lorsque x est proche de u, on sera bien au voisinage de u, de f de t dt, donc multiplié par 1 sur x moins u, moins f de u. Alors je vais tout de suite joindre ici ce terme-là, et factoriser le 1 sur x moins u, l'objectif étant de regrouper les termes qui sont ici. On s'aperçoit tout de suite que x moins u, c'est justement la longueur de l'intervalle d'intégration. Attention, longueur algébrique, on ne sait pas si x est plus grand ou plus petit que u. Donc ça, je vais m'empresser de l'écrire sous forme intégrale pour pouvoir ramener ceci sous une intégrale. L'intégrale entre u et x de f de u dt, c'est l'aire d'un rectangle, un rectangle dont le côté est f de u et dont l'autre côté mesure longueur algébrique x moins u. Et tout ça, c'est évidemment pour se ramener à une seule et même intégrale, 1 sur x moins u, l'intégrale entre u et x de f de t moins f de u dt. Alors évidemment, ce passage est important puisqu'il nous met en condition pour appliquer la continuité de f, c'est la seule hypothèse que nous avions. Donc pour pouvoir utiliser cette hypothèse-là, il nous fallait absolument avoir l'expression de f de t au voisinage de u, donc faire apparaître le terme f de t moins f de u, c'est le seul terme qu'on sait contrôler par continuité. Donc là, on voit que ce passage-là est important puisqu'il nous permet de nous mettre en situation d'utiliser la continuité de f et de dire que sur un voisinage de u, ce terme-là, je vais pouvoir le rendre aussi petit que je veux, plus petit que epsilon si cela me fait plaisir.
Alors il est temps maintenant de prendre les valeurs absolues hein, pour travailler avec des quantités, faire des majorations et travailler avec des quantités que l'on sait être positives. Donc nous, l'objectif, c'est de trouver un voisinage de U sur lequel la distance entre cette fonction et ce réel est plus petit que epsilon. Donc là, on a réécrit le terme dans la valeur absolue sous forme intégrale. Le but était de faire apparaître f de t moins f de u, qu'on sait contrôler par continuité de la fonction. Là, on va utiliser les majorations standards sous l'intégrale. Bon, déjà, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc là, on va avoir en facteur 1 sur valeur absolue de x moins u. Et on sait que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue, sous réserve que les bornes soient dans le bon sens. C'est-à-dire on a cette inégalité-là lorsque x est supérieur ou égal à u. Seulement ici, on ne sait pas si x est plus grand ou si x est plus petit que u. Je vous rappelle que dans ce cas-là, on avait quand même l'inégalité si on mettait des valeurs absolues également à l'extérieur de l'intégrale. Bon. Maintenant, on va pouvoir utiliser la fameuse continuité de f. Hein. On sait que la fonction est continue, donc f est continue en particulier en u. Donc f est continue en u. Comme f est continue en u pour la valeur de epsilon qu'on s'est fixée depuis le début, hein, cette valeur, on l'a fixée, elle ne changera pas, je peux dire que je connais un voisinage de u sur lequel ce terme-là est plus petit que epsilon. Donc là, on va justement mettre en lumière le fait qu'on est capable de trouver un voisinage, ce qui sera probablement le voisinage final. En tout cas, j'en prends le risque. Il existe donc un état strictement positif, donc qui est, je vous ai dit, probablement le état qu'on cherche, tel que si la distance entre x et u est plus petite que état, alors la distance entre f de x et f de u sera inférieure ou égale à epsilon. Donc je sais que si x se trouve, je réécris légèrement différemment cette expression, si x se trouve dans l'intervalle u moins zeta, u plus eta, alors je peux affirmer que la distance entre f de x et f de u sera plus petite que epsilon. Donc si x est dans cet intervalle-là, je sais parfaitement contrôler la fonction f. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre x dans cet intervalle, et je vais regarder quelle est l'incidence sur cette intégrale. Alors pour pouvoir faire mes majorations proprement, je vais déjà dans un premier temps supposer que les bornes sont dans le sens croissant, et après je regarderai ce qui se passe quand les bornes sont dans le sens décroissant. Donc je vais supposer ici que u est inférieur ou égal à x. C'est l'hypothèse que je vais faire. Alors dans ce cas-là, les valeurs absolues ici sont inutiles puisque les bornes sont dans le bon sens et j'intègre une fonction positive. Donc dans ce cas-là, je peux dire que grand f de x moins grand f de u sur x moins u moins petit f de u est inférieur ou égal à 1 sur x moins u, hein, puisque ici les valeurs absolues sont facultatives, multiplié par l'intégrale entre u et x, puisque la fonction est positive, de f de t moins f de u. Mais lorsque t est compris entre u et x, il est bien dans l'intervalle considéré ici si x vérifie les contraintes. Attention, hein, là je ne prends pas x n'importe où, hein, je prends x plus petit que u, mais pas simplement. Hein. Là je me place dans le cadre où, il est là, dans le cadre où la distance entre x et u est évidemment plus petite que eta. Hein. Donc je me place dans ce cadre-là, donc j'ai bien la certitude que quand x est compris entre u plus eta et u moins eta, eh bien tous les nombres compris entre u et x vont rester dans cet intervalle-là. Donc je vais pouvoir faire cette majoration. Donc je vais récupérer ici epsilon dt. Or cette intégrale-là, elle se calcule, elle vaut epsilon multiplié par x moins u, puisque x est plus grand que u. Donc on arrive à majorer cette quantité par epsilon. Donc là, pour le coup, c'est gagné. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si u est strictement plus grand que x? Que deviennent les relations qu'on considère? Alors dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose qui est changé. Là, j'ai toujours mon f de x moins f de u sur x moins u, moins f de u. Lui va être majoré par... Alors dans ce cas-là, la valeur absolue de ce terme-là vaut simplement u moins x. Il suffit de changer le sens. Et ici, notre intégrale
Alors, il faut remettre les bornes dans le bon sens pour avoir une intégrande positive. Donc, les bornes, elles vont être dans le sens de x, u, puisque x est plus petit que u. Et je sais que la valeur absolue de f de t moins f de u est toujours majorée par epsilon sur cet intervalle. Pour vous en convaincre, hein, le mieux, hein, c'est toujours de faire un petit dessin. Si on dessine ici l'axe réel, si on indique u, là j'ai u plus eta et là j'ai u moins eta. J'ai dit que je prenais x plus grand que u. Imaginons que x soit situé ici. Tous les nombres t qui sont entre u et x, ce sont évidemment entre u moins eta et u plus eta. Quand on se trouve ici, on est bien dans cet intervalle-là, ce qui permet bien de majorer l'intégrande par epsilon une nouvelle fois. Là, on récupère donc que cette intégrale, elle vaut epsilon multiplié par u moins x. Les u moins x s'éliminent. On récupère bien epsilon ici. Donc finalement, que x soit plus grand que u ou que x soit plus petit que u, on récupère donc que notre quantité ici est de toute façon majorée par epsilon. Bilan, qu'est-ce qu'on vient d'établir? On vient d'établir que si la distance entre x et u est plus petite que eta, alors on vient de démontrer que f de x moins f de u sur x moins u moins f de u est inférieur ou égal à epsilon. Voilà ce qu'on vient d'établir. En d'autres termes, en revenant à la définition de la limite, on vient de démontrer que la limite, lorsque x tend vers u, de f de x moins f de u sur x moins u, est donc égale à f de u. On vient de démontrer que le taux d'accroissement de grand F, c'est un x ici, c'est pas clair, et on a démontré que le taux d'accroissement de grand F lorsque x tend vers u possède une limite finie. On vient donc de démontrer que f est dérivable en u. Je rappelle que u était un point quelconque de i. Donc f est dérivable en u appartenant à i. Et que la limite du taux d'accroissement étant égale à f de u, on a aussi démontré que le nombre dérivé de grand F en u, c'est petit f de u. Donc on vient bien de démontrer que la fonction grand F est dérivable sur i, puisque dérivable en tout point de i, et que la dérivée de cette fonction, c'est la fonction petit f. Donc on a bien démontré que grand F est dérivable sur i, puisque être dérivable sur un intervalle, c'est être dérivable en tout point de l'intervalle. Et en plus, la dérivée de la fonction f, c'est petit f sur tout l'intervalle i, puisque je vous ai dit que u était un point quelconque de l'intervalle i. On vient donc d'établir le théorème fondamental de l'intégration. On voit au passage que la fonction grand F, pardon, sa dérivée étant égale à petit f étant une fonction continue, on récupère de plus que f' est continu sur i, ce qui fait de la fonction grand F une fonction de classe C1. Donc on vient d'établir le théorème fondamental de l'intégration. On vient d'établir que la fonction grand F qui est ici est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle i. On a même un petit peu mieux, puisque la dérivée de f c'est la fonction petit f. On vient de démontrer que la fonction grand F est une fonction de classe C1 sur l'intervalle i. Ce qui établit le théorème fondamental de l'intégration. Alors évidemment, l'un des corollaires absolument fondamentaux du théorème fondamental de l'intégration, c'est le théorème suivant qui dit que si on prend un intervalle de R et f une fonction continue sur cet intervalle, alors cette fonction admet des primitives sur i. Donc on va tout de suite en donner une preuve. Et on va rappeler pourquoi on dit une primitive et des primitives. A priori, il n'y en aura pas qu'une seule. C'est une application directe du théorème précédent, puisqu'on a vu dans le théorème précédent que si on se donne un nombre, appelons-le a, appartenant à i, on a démontré que la fonction que je vais baptiser fa, fonction qui à x associe l'intégrale entre a et x de f de t dt, on a démontré que cette fonction-là était dérivable et que sa dérivée c'était petit f. Donc on vient de démontrer que la dérivée de la fonction en tout point x de l'intervalle i, c'était petit f de x. On a ça pour tout x appartenant à i. Ce qu'est la définition d'une primitive. Je vous rappelle, une primitive, c'est une fonction qui est dérivable et dont la dérivée est égale à la fonction petit f. Donc on voit qu'on a même une infinité de primitives, puisque ici j'ai pris un élément a dans l'intervalle i. Il est bien évident que a, je peux le prendre où je veux dans l'intervalle.
ce qui va me donner donc le fait que ces primitives, elles sont de toute façon égales à une constante près. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le chapitre sur la dérivation. C'était une application du théorème des accroissements finis. Bon, en tout cas, voilà ce que l'on visait. Alors, c'est pas un théorème qui est nouveau hein, pour nous, hein. On l'a déjà utilisé plein de fois. Je vous rappelle qu'on l'a utilisé pour construire la fonction logarithme, hein. Là, vous verrez les remarques que j'ai fait en conséquence. Donc là, on a défini la fonction logarithme par ce biais, hein, en disant que la fonction logarithme, par définition, c'est l'unique primitive de la fonction 1 sur t qui s'annule en 1. Donc on a utilisé ce théorème pour générer une nouvelle fonction, hein. La fonction logarithme, c'est la primitive de la fonction 1 sur t qui s'annule en 1. Alors là, je peux bien dire la primitive, puisqu'en prenant comme borne ici 1, je fixe de façon définitive cette fonction, hein. C'est une fonction qui s'annule effectivement en 1, puisque l'intégrale entre 1 et 1 d'une fonction continue, ça va donner effectivement 0. Donc là, j'ai fixé cette primitive. Ce n'est pas la seule fonction qu'on a définie par ce biais, il y a aussi la fonction de Gauss, qu'on utilise en théorie des probabilités. La fonction qui est définie entre 0 et x et qui a x associe l'intégrale entre 0 et x de l'exponentielle de moins t carré dt, est une fonction dont on n'a pas d'autre représentation, puisqu'on ne sait pas exprimer des primitives de l'exponentielle moins t carré en fonction de fonctions usuelles. Donc ça correspond à une nouvelle fonction. Donc on voit bien que ce théorème-là est quelque part une espèce de pépinière à nouvelles fonctions, puisque ça nous permet de définir des fonctions primitives de fonctions usuelles dont on ne sait pas calculer des primitives par les procédés habituels. Alors on peut se demander quels sont les savoir-faire exigibles par rapport au théorème fondamental de l'intégration. Eh bien, vous devez être capable de dériver une fonction qui est définie par une intégrale. Voilà, les choses sont claires et nettes. Quand vous avez une fonction dont la dérivation est du ressort du théorème fondamental de l'intégration, ou se ramène au théorème fondamental de l'intégration, eh bien, vous devez absolument savoir dériver cette fonction. Alors, je vous ai proposé pour cela deux exemples très différents, et on en verra un autre qui est d'ailleurs pas dans mon cours. Le premier exemple, c'est un exemple que j'ai tiré du concours des mines de cette année. On vous donnait une fonction, il y avait d'ailleurs une deuxième question qui était plus facile. On vous donnait une fonction qui était définie par phi, qui était l'intégrale entre 1 et x de ln de t sur 1 plus t carré dt. Et on vous demandait de démontrer que cette fonction admet un minimum sur l'intervalle r plus étoile, puisqu'on vous définissait cette fonction a priori sur l'intervalle r plus étoile. Allez, bon, on va s'occuper de cet exemple-là calmement. Alors en général, quand on vous demande de démontrer qu'une fonction atteint son minimum sur un intervalle, c'est directement une application du théorème de Weierstrass quand on travaille sur un segment, ce qui n'est pas le cas ici puisque R plus étoile n'est pas un segment. Donc le protocole en général, quand vous avez ce genre de questions, c'est d'étudier les variations de la fonction phi, et à l'aide du tableau des variations, c'est assez facile de voir s'il se dégage un minimum global pour la fonction. Pour étudier les variations d'une fonction, il faut savoir si cette dernière est une fonction dérivable, et étudier le signe de la dérivée. Alors il se trouve que là, on est vraiment parfaitement dans le cadre d'application du théorème fondamental de l'intégration. Vous voyez ici que 1 est bien un élément de R plus étoile, qu'ici on a une borne qui dépend de x, et ici que l'intégrande est une fonction qui ne dépend que de la variable d'intégration t, il n'y a pas d'autres paramètres parasites. Donc la dérivabilité de cette fonction, elle se réduit tout simplement à la vérification que 1 est bien dans R plus étoile, 1 est bien un nombre strictement positif, et que la fonction sous l'intégrale est bien continue sur l'intervalle considéré ici. Donc ici, le rôle de i est joué par l'ensemble R plus étoile. Donc la fonction qui est sous l'intégrale ici, l'intégrante, que je vais appeler petit f, c'est la fonction qui a t associe ln de t sur 1 plus t carré, qui est bien évidemment une fonction qui est continue sur l'intervalle R plus étoile. C'est simplement un quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas, puisque la fonction log est bien continue sur R plus étoile. Donc comme cette fonction est continue sur R plus étoile, avec le théorème fondamental de l'intégration, on récupère donc que la fonction phi est de classe C1 sur R plus étoile. Et, de plus, ce n'est pas la seule conséquence,
que quel que soit x strictement positif, la dérivée de f, c'est la fonction sous l'intégrale, c'est donc la fonction f de x. Ce qui, plus concrètement écrit, nous dit que phi' de x, c'est donc ln de x sur 1 plus x au carré. Maintenant qu'on a le calcul de la dérivée, on n'a plus qu'à chercher son signe pour déterminer les variations de cette fonction et savoir si celle-ci atteint ou pas un minimum global. Donc on va tout de suite dresser le tableau de variation et étudier le signe de cette dérivée. Alors le signe de la dérivée ne pose pas réellement le problème, puisqu'on voit déjà que le dénominateur, il est strictement positif. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et donc le signe, il est entièrement donné par le numérateur. Le numérateur ln de x, il est positif entre 1 et plus l'infini, et négatif lorsque x est compris entre 0 et 1. Ce qui atteste que la fonction va être décroissante entre 0 et 1, et croissante entre 1 et plus l'infini. Il est donc maintenant clair que cette fonction atteint son minimum au point 1, et que ce minimum vaut l'intégrale entre 1 et 1 de f de t dt, donc ce minimum vaut 0. On vient donc bien de démontrer que le minimum de la fonction phi sur r plus étoile existe, que ce minimum c'est la valeur de phi en 1, donc que ce minimum c'est 0. Le second exemple, plus difficile, c'est l'étude de la fonction phi qui à x associe l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x t carré dt. Alors on voit déjà clairement qu'on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans le théorème fondamental de l'intégration, puisque le théorème fondamental de l'intégration, ça serait être capable de dériver des expressions de la forme intégrale entre a et x de f de t dt. Donc ce qui veut donc dire qu'on sait dériver des fonctions dont les bornes dépendent de x, en tout cas dont l'une des bornes dépend de x, et dont l'autre borne est un élément fixé d'un intervalle où l'intégrande est continue. Alors ici, vous voyez tout de suite qu'on n'est pas du tout dans ce cadre de figure, puisque ici, les bornes ne dépendent pas de x. La variable x de la fonction phi, c'est quelque chose qui est présent dans l'intégrale, mais qui ne fait pas partie des bornes. Donc on n'est pas du tout dans le cadre d'application du théorème fondamental de l'intégration. Donc tel quel, cette fonction-là, on ne sait pas la dériver. Donc, pour pouvoir se ramener dans le cadre d'application de ce théorème fondamental, il va falloir absolument transformer cette intégrale. Donc le mot est lâché. Pour transformer cette intégrale, il faut la réécrire. Vous n'avez pas 36 théorèmes qui vous permettent de réécrire une intégrale. Les seuls théorèmes vous permettant de réécrire une intégrale, c'est les théorèmes de type intégration par partie ou changement de variable. Alors les intégrations par partie risquent de ne pas donner grand-chose sur la transformation des bornes dont on aimerait qu'elles dépendent de x. On sait que les bornes sont modifiées en général quand on effectue un changement de variable. Alors ce changement de variable est parfaitement possible ici, puisqu'on travaille avec une fonction qui est continue, et on voit tout de suite que pour pouvoir faire dépendre les bornes de x, il va falloir faire un changement de variable, dont la nouvelle variable u va dépendre de x. Donc ici, on vous rappelle qu'on travaille sur une valeur de x qui est dans r plus étoile, ce que je n'ai pas indiqué et que j'indique maintenant, mais bon, c'est indiqué dans le cours. Donc, on a tout loisir ici de faire le changement de variable. U va être égal à racine de x fois t, changement de variable affine, qui sont, je vous le répète, quasiment les seuls changements de variable que vous devez maîtriser. On effectue le changement de variable. Le changement de variable étant affine, cette fonction-là, elle est bien de classe C1. On peut calculer la dérivée de u par rapport à x, qui va me donner mon élément différentiel du va être égal à racine de x dt, puisque du sur dt est égal à racine de x. Le changement de variable se fait, je vous le rappelle, en 3 temps. L'intégrande, j'ai juste écrit ce terme-là sous la forme d'un carré, donc ça va me donner directement u au carré. L'élément différentiel dt est égal à du sur racine de x. Et enfin, ne l'oubliez pas les bornes. Là, c'est facile. Quand t varie entre 0 et 1, la question c'est comment varie u. U va varier entre racine de x fois 0, 0, et racine de x fois 1, racine de x. Donc là, on vient de transformer cette intégrale via notre changement de variable.
On récupère donc que quel que soit x strictement positif, phi de x, c'est donc 1 sur racine de x, par linéarité de l'intégrale, intégrale entre 0 et racine de x, de exponentielle u carré du. Alors, on a fait un progrès important. Là, on a une fonction qui dépend de x, dont on sait parfaitement dire qu'elle est dérivable comme l'inverse d'une fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc cette fonction ne pose strictement aucun problème. Il nous reste maintenant à régler le cas de l'intégrale qui est ici. Le principal problème étant ici la borne qui dépend effectivement de x, comme le demande le théorème fondamental de l'intégration, mais par contre, elle apparaît sous la forme d'une racine. Donc on ne peut pas appliquer directement le théorème fondamental de l'intégration. Eh bien, quand c'est comme ça, c'est son corollaire qui va prendre le relais. C'est-à-dire que je vais réécrire cette intégrale-là en utilisant une réécriture de ce terme sans le symbole intégral. Quelle fonction je suis en train d'intégrer ici? Je suis en train d'intégrer la fonction qui a u à ceci exponentielle u carré. Cette fonction qu'a-t-elle comme propriété? Cette fonction est parfaitement continue sur R comme composée de fonctions continues sur cet intervalle. On peut donc dire que cette fonction, elle admet des primitives sur cet intervalle. Donc je peux parfaitement dire, par théorème existentiel, soit grand f, une primitive de cette fonction-là, que je vais baptiser petit f, donc soit grand f, une primitive de petit f, une primitive de petit f, elle existe sur R, puisque l'intégrande étant parfaitement continue sur R, je peux prendre comme intervalle ici l'intervalle R et attester que cette fonction admet des primitives sur R. Moralité, par théorème fondamental du calcul intégral, je récupère que phi de x est égal à 1 sur racine de x, multiplié par grand F de racine de x, moins grand F de 0. Voilà ce que je peux en dire. Je vous rappelle que grand F étant la primitive d'une fonction continue, la fonction grand F est une fonction de classe C1. Dès lors, l'expression qui est ici est une fonction qui est parfaitement dérivable. La fonction grand F est dérivable sur R. La fonction racine est dérivable sur R plus étoile. Ceci est une composée de fonctions dérivables sur R plus étoile. Moralité, on peut parfaitement dire que phi est dérivable sur R plus étoile. Par quel biais? Comme déjà produit, c'est le produit de cette fonction et de cette expression-là. Donc produit est évidemment composée, puisque celle-là, on a établi qu'elle était dérivable par le théorème de composition. C'est très important de savoir comment une fonction est dérivable, puisqu'après, les règles de dérivation qu'on va impliquer, elles dépendent de la façon dont on a justifié la dérivation. Donc comme produit est composé de fonctions dérivables sur R plus étoile, de fonctions dérivables sur l'intervalle R plus étoile. Donc je peux la dériver comme un produit et comme une composée. Donc je vais déjà dériver la fonction qui est ici. La fonction qui est ici, c'est 1 sur racine de x, c'est-à-dire c'est x à la puissance moins 1 demi. Donc sa dérivée, c'est donc moins 1 demi de x à la puissance moins 3 demi, donc de x racine de x. Donc on obtient moins 1 demi de 1 sur x racine de x, multiplié par cette expression-là que je ne dérive pas pour l'instant, dérivée d'un produit, plus la dérivée de 1, la fonction 1 sur racine de x, multipliée par la dérivée de cette expression-là, dérivée évidemment par rapport à x, donc ceci est une dérivée nulle par rapport à x, il me reste à dériver cette composée. La dérivée de cette composée, c'est la dérivée de grand f, la dérivée de grand f c'est petit f c'est cette fonction, donc c'est petit f, je vais l'écrire en toutes lettres, évalué en racine de x, multiplié par la dérivée de la fonction racine, donc multiplié par 1 sur 2 racine de x. Donc voilà ce que j'obtiens en appliquant le théorème de dérivation. Alors je vais juste recopier l'expression qu'on devait manipuler. Donc on a récupéré ça pour la dérivée de la fonction phi. Là, vous voyez que quand vous regardez le terme qui est ici et le terme qui est ici, en faisant le produit de ces deux termes-là, vous récupérez à nouveau l'expression de phi. Donc on va récupérer ici donc moins 1 sur 2x multiplié par phi de x. Et là, la fonction f, c'était la fonction qui a u associé exponentielle u carré. Donc quand on l'évalue en racine de x, on obtient donc exponentielle x.
On obtient donc plus exponentielle x multiplié par 2x. Donc, tout calcul fait, on récupère exponentielle x moins phi de x sur 2x. Évidemment valable pour tout x strictement positif. On vient donc bien de calculer la dérivée de la fonction phi sur l'intervalle r plus étoile et montrer que cette fonction est dérivable en utilisant le théorème fondamental de l'intégration, mais sous une forme plus subtile, c'est-à-dire en réécrivant quelque part l'expression sous forme intégrale. On va regarder cet exercice-là, qui n'est pas un exercice qui est écrit dans votre cours, c'est un exercice du concours Minpon de l'année dernière, où on définit une fonction par une intégrale. Donc on voit qu'on est quand même dans le cadre d'étude de notre chapitre, puisqu'on a une fonction dont les bornes dépendent d'un paramètre x, qui est le paramètre de la fonction. Et on doit étudier si cette fonction se prolonge par continuité sur le segment 0,1, et de regarder si ce prolongement par continuité est un prolongement de classe C1. Donc on est vraiment parfaitement dans le thème du cours sur le théorème fondamental de l'intégration. Bon, alors on va commencer par aborder la première question et de voir les problèmes qui se posent. Et la première chose à regarder, c'est ce que dit le théorème fondamental de l'intégration, c'est l'intégrande. Donc l'intégrande, je vais l'appeler petit f, hein, c'est la fonction qui a t associe 1 sur ln de t. Alors cette fonction, elle est continue comme quotient de fonction continue où le dénominateur s'annule pas. Donc comme la fonction log, elle est définie sur r plus étoile, donc déjà le dénominateur est défini sur r plus étoile, on sait que le dénominateur s'annule en 1 uniquement, donc cette fonction-là, elle est parfaitement continue sur l'intervalle ouvert 0, 1. Ouvert en 0 puisque la fonction log n'est pas définie, ouvert en 1 puisque log de 1 est égal à 0, le dénominateur s'annule en ce point-là. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose qu'on peut dire. Est-ce que la fonction phi elle est bien définie sur cet intervalle-là? La réponse est oui, puisque si x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, eh bien on a, quand on cherche à placer x par rapport à 0 et par rapport à 1, faites attention, hein, là il y a le traquenard habituel, hein, des incidences entre les fonctions puissance. Si x est un élément entre 0 et 1, je vous rappelle que x au carré, lui, est compris entre 0 et x. Hein, puisqu'on sait qu'entre 0 et 1, il faut faire attention aux puissances. La fonction carré, elle est en dessous de la fonction identité. Donc si l'identité est ici, la fonction carré, elle va être située, son graphe va être situé en dessous. Donc ça, c'est le graphe de y est égal à x carré, et ici, y est égal à x. Attends, mes stylos, ils sont dans un état catastrophique. Ah. Voilà, je pense que c'est quand même lisible. Alors, bon, maintenant qu'on sait que l'intégrande est continue, on sait que cette fonction, elle est parfaitement définie ici, puisque l'intégrande est continue sur les bornes. Donc je peux dire que la fonction phi, elle est parfaitement définie sur l'intervalle 0,1 ouvert. Alors l'objectif, c'est de savoir si elle y est continue. Donc il va falloir regarder si la fonction phi possède une limite finie lorsque x tend vers 0, et si la fonction phi possède une limite finie lorsque x tend vers 1. Donc il va falloir faire deux études différentes. Alors on va commencer par faire une étude en 0. Et pour ça, il va falloir calculer la limite lorsque x tend vers 0 de cette fonction-là et de regarder si la limite qu'on obtient est une limite finie. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est presque anticiper quelque part ce qui se passe. Ça serait d'étudier les variations de la fonction pour s'assurer, si elle est monotone, de l'existence des limites en appliquant le théorème de la limite monotone. Donc ça, c'est une première possibilité. C'est pas ce que je vais choisir. Moi, pour faire une étude en 0, donc on va faire une étude au voisinage de 0. Je vais m'interroger sur comment on va calculer au voisinage de 0 par valeur positive la limite de cette intégrale. Alors, plusieurs choses possibles. Hein. Comme ici, les bornes se dirigent vers 0, ça va passer par une étude en 0 de l'intégrande. Donc la première idée qu'on pourrait avoir, c'est de faire un développement limité de l'intégrande et d'appliquer les théorèmes typiques d'intégration des développements limités. Seulement, la fonction 1 sur ln de t, elle n'est pas continue en 0, donc on sait qu'elle n'admet pas de développement limité. Donc malheureusement, l'histoire du développement limité ne fonctionnera pas dans ce cadre-là. Alors il y a une autre façon de faire,
c'est d'utiliser des théorèmes type encadrement, et on sait encadrer une intégrale, c'est encadrer l'intégrande. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'empresser d'encadrer l'intégrande. Alors pour ça, ben, on va prendre un t donc, entre x et x carré. Alors faites attention au sens des bornes, hein. Donc ici, je vais prendre un x qui est entre 0 et 1. Donc attention ici, mon t, il va être compris entre x carré et x. Faites très attention au sens des bornes, hein. X carré est plus petit que x sur l'intervalle 0,1. Comme la fonction log elle est strictement croissante sur l'intervalle r plus étoile et que ce terme-là est strictement positif, on va récupérer que le log de x carré est inférieur ou égal à ln de t qui lui-même est inférieur ou égal à ln de x. Bon, je peux dire que ça c'est 2 ln de x, puisque x est un nombre strictement positif, il n'y a pas de risque à l'écrire. Ensuite, il faut que je regarde ce que donne 1 sur ln de t, donc appliquer la fonction inverse. La fonction inverse, elle est strictement monotone sur r- étoile et sur r plus étoile. Il faut regarder sur quel intervalle je me place. Comme x est compris entre 0 et 1, ces deux termes sont strictement négatifs. Donc, comme tous les termes sont strictement négatifs et que la fonction inverse, elle décroît sur r plus étoile, donc 1 sur ln de t va être compris entre 1 sur 2 ln de x et 1 sur ln de x, hein, puisque le sens des inégalités change. Et je vais intégrer cette inégalité. Alors attention, pour intégrer cette inégalité, il faut que les bornes soient croissantes. J'ai cette inégalité qui est valable quel que soit t appartenant à x carré x, puisque x carré est ici plus petit que x. Donc on va intégrer cette inégalité entre x carré et x. Faites très attention, ça c'est le passage dangereux. Donc de dt sur ln de x. Là je vais récupérer phi de x. Et là je vais récupérer l'intégrale entre x carré et x de dt sur 2 ln de x. Or, l'intégrale qui est là et l'intégrale qui est là, on sait, alors pardon, là c'est moins phi de x puisque les bornes ne sont pas dans le bon sens. Ces intégrales-là, on sait les calculer puisqu'on intègre des fonctions constantes. Donc c'est x moins x carré sur ln de x, plus petit que moins phi de x, plus petit que x moins x carré sur 2 ln de x. Donc on peut regarder si on peut appliquer le théorème d'encadrement lorsque l'on fait tendre x vers 0. Eh bien, lorsque x tend vers 0, ici ce terme tend vers 0, et le terme qui est là au dénominateur tend vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini tend vers 0. Donc le terme qui est ici tend vers 0, le terme qui est ici tend vers 0. On en déduit que la limite en 0 par valeur positive de la fonction moins phi est nulle, donc que la fonction phi est nulle aussi. Donc la fonction phi possède une limite finie lorsque x tend vers 0 plus par application du théorème d'encadrement. Donc phi se prolonge par continuité en 0. Donc se prolonge par continuité en 0 en posant. Et bien en posant phi de 0 est égal à 0. Donc on a déjà réalisé le prolongement par continuité de la fonction phi en 0. Alors passons maintenant au voisinage de 1 par valeur négative. Regardons si la fonction phi possède une limite finie. Bon, je vais déjà voir si l'encadrement qui est ici me donne quelque chose, puisque cet encadrement il est valable pour n'importe quelle valeur de x compris entre 0 et 1. Donc on avait établi que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, on avait démontré, donc, alors je peux multiplier cette inégalité par moins 1 pour avoir un encadrement de phi. Donc je vais récupérer, attention au changement de sens des bornes, donc quel que soit x appartenant à 0,1, phi de x va être compris entre l'opposé de ce terme-là, c'est-à-dire x carré moins x sur 2 ln de x. Je vais factoriser x, donc x facteur de x moins 1 sur 2 ln de x. Et le terme qui est ici, lui, va devenir x facteur de x moins 1 sur ln de x. Donc essayons de voir si cet encadrement donne quelque chose lorsque x tend vers 1. Eh bien, lorsque x tend vers 1, étudions par exemple le terme qui est ici. À mon avis, ça ne sera pas suffisant. Lorsque x tend vers 1, vous avez ln de x qui est au voisinage de 0, donc je vais m'empresser d'écrire
ce ln de x, je vais l'écrire ln de 1 plus x moins 1. Donc là, j'ai réécrit ce terme-là. Et lorsque x tend vers 1, ce terme-là tend vers 0. Donc ceci est équivalent en 1 par valeur négative à x moins 1. Donc moralité, le quotient ln de x sur x moins 1, ce quotient-là tend vers 1 lorsque x tend vers 1 par valeur négative. On aurait pu s'apercevoir que c'est aussi un taux d'accroissement. Donc moralité, le terme qui est ici, lui, tend vers 1. Le terme qui est ici, tend vers 1,5. Le théorème d'encadrement est ici, malheureusement, parfaitement inapplicable. Donc il va falloir être un petit peu plus précis. Alors le raisonnement ci-dessous, on a vu, l'a échoué, puisque comme on a ici une limite finie qui vaut 1 et ici une limite qui vaut 1,5, on ne peut pas appliquer le théorème d'encadrement. Mais néanmoins, il nous permet de dire quelque chose, il nous permet de dire que phi est tout de même borné au voisinage de 1. Donc, est borné au voisinage de 1. Ce qui n'est pas suffisant pour avoir une limite finie. Mais si on pouvait avoir de la monotonie, alors là, dans ce cas-là, ça serait carrément suffisant pour pouvoir conclure par application du théorème de la limite monotone. Donc, ce qui me pousse à étudier la monotonie, à laisser déjà en plan la limite en 1 momentanément, et à étudier cette fonction-là, étudier si elle est continue, dérivable, de classe C1 sur l'intervalle 0,1 ouvert. Donc comme on a déjà vu que la fonction qui a t associe 1 sur ln de t, on a vu a priori que cette fonction-là est a priori continue sur l'intervalle 0,1 ouvert, on sait qu'elle admet des primitives sur cet intervalle. Donc cette fonction petit f admet des primitives, donc elle continue sur l'intervalle 0,1. Donc je peux dire soit grand f, une primitive, peu importe laquelle, de petit f sur l'intervalle ouvert 0,1. Ça va me permettre d'exprimer la fonction phi pour tout x appartenant à 0,1 à l'aide d'une fonction sur laquelle on a pas mal de propriétés. Donc c'est en fait grand f de x carré moins grand f de x, où je vous rappelle que grand f, en vertu du théorème fondamental de l'intégration, plus précisément l'un de ses corollaires, est de classe C1 sur l'intervalle ouvert 0,1. Donc ça me permet déjà de dire que la fonction phi, elle est continue sur l'intervalle ouvert 0,1, sans aucun problème. Elle y est même de classe C1, comme somme est composée de fonctions de classe C1. Donc on peut déjà attester que phi est de classe C1 sur l'intervalle ouvert 0,1, donc a fortiori continue, comme somme est composée. Si elle pouvait être strictement monotone, ça serait vraiment incroyablement intéressant. On va étudier sa dérivée. Donc on dérive cette fonction. Je viens de dire que cette fonction-là, elle est de classe C1 comme somme est composée de fonctions de classe C1. Donc quand je vais la dériver comme une somme et comme une composée. Donc on dérive ça, qui est dérivable comme une composée de fonctions dérivables. Donc on va récupérer 2x grand f' de x carré moins grand f' de x, ce qui va me donner 2x multiplié par la fonction petit f évaluée en x carré, donc 1 sur ln de x carré, moins la fonction petit f évaluée en x, moins 1 sur ln de x. Les propriétés de la fonction log nous disent que ln de x au carré, c'est 2 ln de x lorsque x est strictement positif, ce qui est bien le cas ici. Donc on récupère que cette dérivée vaut x moins 1 sur ln de x. Or, x moins 1, quand x est compris entre 0 et 1, est strictement négatif. Le log est également strictement négatif entre 0 et 1. Ce terme-là est donc strictement positif sur l'intervalle 0,1. Alors ça, c'est diablement intéressant, puisque si vous dressez le tableau de variation de la fonction phi, je pense même que l'exercice est entièrement terminé. Si vous tracez le tableau de variation de la fonction phi, vous avez le signe de la dérivée qui atteste donc que la fonction phi est donc strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Donc ça, c'est déjà un premier point. On avait déjà dit qu'elle était prolongeable par continuité en 0 en posant phi de 0 est égal à 0. Donc là-dessus, il n'y a pas non plus de sport.
on a prolongement par continuité, phi de 0 est égal à 0. On avait démontré que la fonction était bornée au voisinage de 1. Si elle est bornée au voisinage de 1, elle est en particulier majorée. La fonction phi est donc croissante et majorée au voisinage de 1. Donc phi est croissante et majorée au voisinage de 1, pris par valeur négative. Moralité étant croissante et majorée, grâce au théorème de la limite monotone, ce fameux théorème existentiel, grâce au théorème de la limite monotone, elle admet donc une limite finie. Donc on ne sait pas calculer, mais on s'en fout. On sait que la limite, elle existe. C'est ce qu'il nous fallait pour démontrer le prolongement par continuité. Elle admet une limite finie en 1 par valeur négative. Donc là, elle va tendre vers un nombre que je vais appeler L, qui est juste la limite d'une fonction qui est croissante et majorée. Donc on peut donc dire que la fonction phi se prolonge en une fonction qui est continue sur le segment 0,1. En une fonction continue sur le segment 0,1. Alors maintenant, pour savoir si cette fonction prolongée est une fonction de classe C1 sur le segment 0,1, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Ce qu'on a déjà, c'est que la fonction f est de classe C1 sur l'intervalle 0,1. Donc il ne nous reste plus qu'à voir si la fonction est dérivable en 0, dérivable en 1, si la dérivée est continue en 0 et si la dérivée est continue en 1. Il nous reste à voir ces 4 points. En fait, si vous y réfléchissez bien, ça se transforme en 2 points si on est capable d'appliquer le théorème de la limite monotone. Donc ce qu'on va s'empresser de faire, c'est de voir si la fonction dérivée a une limite lorsque x tend vers 1. Or, la limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de phi' de x, cette limite, elle vaut quoi? Cette limite, on l'avait déjà calculée au-dessus, vous vous rappelez? On avait démontré que ln de x sur x-1 lorsque x tend vers 1, ça tend vers 1. Donc on a déjà que la limite de phi' quand x tend vers 1 par valeur négative, c'est 1. Donc cette limite, elle existe, c'est un nombre réel. Comme on avait par ailleurs que la fonction phi était de classe C1 sur l'intervalle 0,1, comme d'autre part, on a montré que la fonction phi, elle est continue sur l'intervalle 0,1, la continuité en 1, le fait que les C1 sur l'intervalle ouvert et le fait que la dérivée possède une limite finie lorsque x tend vers 1, par théorème de la limite de la dérivée, à ne pas oublier les hypothèses, on a ces 3 hypothèses-là, par théorème de la limite de la dérivée, on récupère donc que phi est déjà dérivable en 1, que sa dérivée en 1, ça vaut la limite de la dérivée, et qu'en plus la dérivée est continue en 1. Donc on obtient par ce biais que la fonction phi, elle est déjà de classe C1 sur l'intervalle 0,1, fermée en 1. On se dit, si on arrive à démontrer que la dérivée possède une limite finie lorsque x tend vers 0, on pourra appliquer de la même façon le théorème de la limite de la dérivée, puisque la fonction phi, elle est bien de classe C1 sur l'intervalle ouvert et continue sur l'intervalle fermé. Donc il ne reste plus qu'à voir si la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur positive de phi' de x existe. Alors regardons. Lorsque x tend vers 0 par valeur positive, le numérateur ici tend vers moins 1, le dénominateur tend vers moins l'infini. On n'a pas affaire à une forme à déterminer. Moins 1 sur moins l'infini, ça donne 0. Je peux donc appliquer les mêmes résultats. Comme la dérivée possède une limite finie lorsque x tend vers 0, comme la fonction est de classe C1 sur l'intervalle ouvert 0, 1 maintenant fermé, et que la fonction est continue en 0 et continue sur le segment 0,1, par théorème de la limite de la dérivée, la fonction est dérivable en 0, et la dérivée en 0 vaut 1, et la fonction est de classe C1 sur un intervalle qui contient cette fois-ci 0 et 1. Donc on voit encore une fois l'intervention de la monotonie. Quand on a une fonction qui est monotone, il y a des limites qui existent sous réserve que la fonction soit majorée, minorée. Donc les premières tentatives par encadrement ont échoué par application du théorème d'encadrement, mais on a vu que l'application du théorème fondamental de l'intégration
pour pouvoir déterminer la monotonie de la fonction, a permis de récupérer sa monotonie et l'application de ces fameux théorèmes existentiels, théorème de la limite monotone d'une part, théorème de la limite de la dérivée d'autre part. Partons dans l'Est de l'Amérique, où nous allons étudier cet exercice qui demande de montrer que cette fonction a atteint son minimum, plus exactement pour quelle valeur de a cette fonction atteint-elle son minimum. Donc sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, allez, bah c'est parti, on va étudier ça. Déjà, on s'aperçoit que ceci est une fonction de la variable a, hein, puisque les bornes ici dépendent de a, et que, légitimement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut étudier le minimum d'une expression, d'une fonction? Ben, on étudie en général ses variations, et une fois qu'on a ces variations, ben, on peut déterminer, a priori, si elle atteint ses extrémités. Donc ici, la fonction qui est en jeu, ce serait la fonction phi de a est égale à l'intégrale entre a et a carré de 1 sur x, ln de x moins 1 sur 32 dx. Donc, est-ce que cette fonction atteint son minimum? Ben, pour ça, je vais étudier les variations de cette fonction, savoir si elle est dérivable. Donc l'intervalle sur lequel on va se placer visiblement sera l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Je vais m'empresser de regarder les propriétés de l'intégrande. Cette intégrande que je vais appeler petit f. Donc petit f de x, c'est 1 sur x ln de x moins 1 sur 32. Alors cette intégrande est clairement continue sur cet intervalle, puisque celle-ci est continue, son dénominateur s'annule pas, et celle-ci est continue puisque x moins 1 est strictement positif. Donc f est continue sur l'intervalle i. Comme ici, on n'est pas directement dans l'application stricte du théorème fondamental de l'intégration, puisque les deux bornes dépendent de a, et pas simplement avec a, ici avec a carré, on va appliquer l'existence de primitives, réécrire cette fonction-là à l'aide d'une primitive de l'intégrande. Donc petit f est continu sur i, qui est un intervalle, hein, l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, admet des primitives sur l'intervalle i. On va tout de suite dire soit grand F l'une d'elles. Et on va déterminer justement ce qu'on peut faire avec cette primitive grand F. Donc on va pouvoir dire que la fonction phi de a va donc être égale à grand F évalué en a carré moins grand F de a. Cette fonction grand F, ne l'oublions pas, est une fonction qui est de classe C1 sur I en vertu du théorème fondamental de l'intégration. Donc cette fonction-là sera de classe C1 comme somme est composée de fonctions de classe C1 sur l'intervalle I. Donc phi est de classe C1 sur l'intervalle I comme somme est composée de fonctions qui le sont. Je peux donc attester que quel que soit x est strictement plus grand que 1, phi' de a va être égal à a. Donc n'oublions pas, on dérive comme une somme et comme une composée. Je commence par dériver la composée. Donc ça va me faire 2a grand f' évalué en a carré. Mais grand f' c'est petit f. Donc petit f évalué en a carré. Donc 1 sur a carré ln de a carré moins 1 sur 32 moins la dérivée de cette fonction en petit a. La dérivée de cette fonction en petit a, bah, c'est petit f de a. Petit f de a, c'est donc 1 sur a ln de a moins 1 sur 32. On s'aperçoit ici que les deux s'éliminent et que dA s'élimine. Donc 1 sur a se met en facteur. On va le mettre en facteur. Là, j'ai oublié. Non, j'ai rien oublié du tout. J'ai juste oublié le 2 ici. Alors le 2 qui est ici, qui ne s'élimine malheureusement pas, va passer dans le log et va passer au carré. Donc on va obtenir a carré moins 1 au carré sur 32 au carré, moins le log qui est ici. Donc l'objectif, hein, c'est de déterminer le signe de la dérivée. Pour déterminer le signe de la dérivée, on a tout intérêt à tout mettre dans la fonction logarithme. Ça permettra de simplifier ici en plus les termes qui ne sont pas très sympathiques. Donc on va récupérer 1 sur a ln de donc a carré moins 1 au carré sur 32 au carré. Donc attention, là c'est log de a moins b, donc ça va donner le log du quotient.
Donc comme on a le quotient, le 32 ici passe au numérateur et le a-1 passe au dénominateur. Donc on va simplifier un petit peu tout ce petit monde là. Donc déjà il y a des facteurs 32 qui vont s'éliminer. Et là comme a carré moins 1 c'est a-1 facteur de a plus 1, il va nous rester quoi? Il va juste nous rester un facteur a-1 ici, le facteur a plus 1 au carré sur 32. Donc finalement l'expression de la dérivée, calcul avec la fonction log fait, n'est pas si terrible que ça. Donc pour chercher le signe de cette dérivée, il faut connaître le signe de ce terme-là, bon, qui est strictement positif, puisque a ici est strictement plus grand que 1. Donc il nous faut obtenir le signe de cette expression-là. Pour obtenir le signe de cette expression, il faut comparer le nombre à 1, parce que je vous rappelle que la fonction log est strictement croissante et s'annule au point 1. Donc il faut comparer le nombre à l'intérieur à 1. Donc l'objectif, ça serait d'étudier le signe de a-1 au carré, facteur de a plus 1 au carré sur 32. Il faudrait étudier le signe de cette expression-là. Alors évidemment, on va réduire déjà au même dénominateur, puisqu'on doit savoir si ce nombre-là est plus grand ou plus petit que 1. Donc on réduit tout simplement au même dénominateur. Et donc, l'objectif est de déterminer le signe du numérateur, puisque le dénominateur est évidemment strictement positif. Donc l'objectif est maintenant de trouver le signe de a-1 fois a plus 1 au carré moins 32. Alors pour chercher le signe de cette expression, comme il n'y a pas de factorisation qui se dégage naturellement, on va développer cette expression. Alors quand on développe des expressions comme ça, on peut peut-être essayer de minimiser les calculs. Vous voyez, moi j'aurais tendance à ne pas développer celui-là, j'aurais tendance à dire que ça c'est a-1 fois a plus 1 fois a plus 1, puisque a-1 fois a plus 1, c'est a carré moins 1, donc il sera facteur de a plus 1 moins 32, qui permet un calcul plus simple, a cube plus a carré moins a moins 1 moins 32 moins 33. Alors pour chercher le signe de cette expression polynomiale, ça serait quand même plutôt fun de trouver ses racines. Comme les Américains n'aiment pas trop calculer, à mon avis, il y a une racine entière. 2, ça ne sera pas assez gros. 3 me paraît pas mal, puisque 3 au cube font 27. 27 et 3, 36. 36 moins 3, 33. 33 moins 33, 0. Donc on sait que dans cette expression-là, il est absolument clair maintenant que a-3 va se factoriser. Alors, de deux choses l'une, pour pouvoir obtenir cette factorisation, on regarde déjà les termes dominants. Le seul terme qui peut donner a cube, c'est le produit de ces deux termes-là, donc j'ai forcément a carré ici. Le terme qui est ici sera normalement le produit de ce terme-là et de ce terme-là, donc ça ne peut être que plus 11. Il ne reste plus que le facteur en a. Pour avoir le facteur en a, ce que je peux faire, c'est lui donner un nom, je vais l'appeler alpha a, développer l'expression qui est ici, et d'identifier les termes en a carré. Donc les termes en a carré, par exemple ici, j'en ai moins 3, plus alpha, et ces termes en a carré doivent être égaux au terme en a carré qui est ici. Ce terme en a carré doit être égal à 1, ce qui veut donc dire que alpha doit être égal à 4. Donc je peux déjà dire que cette expression ici, ça sera 4a. Alors une autre possibilité pour faire ça, c'est évidemment d'utiliser le cours sur les polynômes, ce que je vais faire. On aurait très bien pu aussi poser la division de x cube plus x carré moins x moins 33 par x moins 3. Comme on vient de démontrer que 3 est racine de ce polynôme, on sait que la division euclidienne aura un reste nul, et nous ce qu'on cherche c'est récupérer le quotient. Donc normalement le quotient ça va être le terme qui est ici, on va juste le vérifier. Donc là il y va x carré fois, là je dois retirer x cube plus donc 3x carré. Donc là il va nous rester donc 4x carré moins x plus 33. Ici il y va 4 fois, tiens. Là je vais récupérer donc moins 4x carré plus 12x. À mon avis la prochaine fois il y va 11 fois. Bingo! 11 fois, moins 11x, moins 33. Le reste est bien nul. Le quotient est bien égal à ce terme-là.
Donc ce qu'on avait obtenu par notre raisonnement un peu astucieux, ben, on peut l'obtenir sans être astucieux en posant cette division. Alors ne perdons pas, hein, on cherchait quand est-ce que ce truc était plus grand que 1, donc on s'était ramené au signe de cette expression, donc au signe de cette expression. Alors le signe de ça c'est connu, c'est positif quand A est plus grand que 3 et négatif sinon, donc il faut chercher le signe de cette expression-là. C'est une expression du second degré, on va calculer son discriminant, pourvu qu'il soit négatif, ça fait 16 moins 44, c'est strictement négatif. Donc cette expression est de signe constant, elle est du signe du coefficient de plus haut degré. Ce terme-là est donc toujours à valeur strictement positif. Moralité. Le terme qui est là sera plus grand que 1 dès que ce terme est positif, donc dès que A est plus grand que 3, et sera négatif ailleurs. Moralité, on peut dresser les variations de la fonction phi. Donc la fonction phi, elle va être croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, décroissante sur l'intervalle 1, 3. La fonction atteint donc son minimum, et son minimum, il est atteint au point 3. Donc on peut dire que le minimum de cette expression est atteint en 3, et ce minimum, bah, malheureusement, on ne sait pas le calculer, hein, ça sera l'intégrale entre 3 et 9 de 1 sur x ln de x moins 1 sur 32 dx. Mais ça, c'est pas demandé. Le dernier corollaire du théorème fondamental de l'intégration est clairement pas un des moindres. C'est ce que j'ai appelé dans mon cours, c'est le théorème 30 qui est dit théorème fondamental du calcul intégral. Alors pourquoi ce théorème est absolument fondamental? Parce que je vous rappelle qu'avant cette minute, on ne savait toujours pas calculer une intégrale, hein. Je vous rappelle que les intégrales, on les avait définies comme des limites par valeur supérieure ou inférieure de fonctions en escalier, soit en dessous, soit au-dessus. Donc c'était ça notre définition de l'intégrale. Le théorème fondamental du calcul intégral ramène quelque part le calcul des intégrales dans ce qu'on appelle le calcul différentiel, c'est-à-dire que pour pouvoir calculer cette intégrale, il suffit de calculer une primitive de la fonction f, c'est-à-dire une fonction dont la dérivée est égale à f, et de calculer sa différence en b et en a. Et on aura le calcul de l'intégrale. Donc là, c'est ce fameux théorème fondamental de l'intégration et fondamental du calcul intégral qui fait le lien entre une propriété qui est essentiellement géométrique et une propriété différentielle, c'est-à-dire qui s'obtient simplement par dérivation. Donc on va démontrer ce résultat, mais on a fait le gros du travail avec le théorème fondamental du calcul intégral. Donc démonstration. Alors pour démontrer ça, on va déjà se donner une primitive de la fonction petit f. Cette primitive, elle existe bien puisque la fonction petit f est une fonction qui est continue. Donc c'est parti, je me donne grand f, une primitive de petit f sur l'intervalle i qui est bien un intervalle, hein, c'est notre hypothèse de l'énoncé. Bon, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est écrit dans le théorème dans mon cours. Donc f une primitive de petit f sur l'intervalle i. Donc l'objectif est de démontrer que notre fonction, que notre intégrale se calcule en calculant la différence entre la primitive prise en A et prise en B. Alors, pour faire le lien avec le théorème fondamental de l'intégration, je vais considérer la fonction qui à x associe l'intégrale entre a et x de f de t dt. Cette fonction est, de par le théorème fondamental de l'intégration, comme la fonction est continue sur l'intervalle i, la fonction fa est une fonction qui est dérivable, et même de classe C1 sur l'intervalle i, et on a vu que la dérivée de la fonction fa, c'était la fonction petit f. Comme grand F est une primitive de petit f, je sais que j'ai également grand f' qui est égal à petit f. Ce qui veut donc dire que grand f' est égal à grand f' de A, placé au bon endroit. Donc ces deux fonctions-là, elles ont la même dérivée. On sait que deux fonctions qui ont la même dérivée sur un intervalle, elles sont constantes sur cet intervalle. On se ramène plutôt au théorème fondamental qu'on avait utilisé pour les équadifs, c'est-à-dire que f moins fa' est nul sur l'intervalle i. C'est là qu'on va utiliser évidemment le fait qu'on travaille sur un intervalle. Une fonction qui a une dérivée nulle sur un intervalle i est constante. Donc on récupère qu'il existe un réel petit c tel que f moins fa est égal à petit c. Donc en fait ces deux fonctions-là, on dit qu'elles sont égales à une constante près, on comprend bien pourquoi leur différence est une fonction constante. Donc on récupère cette relation-là.
Vous constatez directement que l'intégrale que l'on cherche à calculer, l'intégrale entre a et b de f de t dt, ça n'est que la valeur de la fonction fa en b, directement. Néanmoins, nous, on aimerait montrer que ça correspond à la différence de n'importe quelle primitive de petit f évaluée en b moins évaluée en a. Donc on constate déjà que ça marche avec la primitive qui est là. Parce qu'avec la primitive qui est là, j'obtiens bien fa de b moins fa de a, puisque fa de a, il est nul. La question, c'est est-ce que ça fonctionne encore avec la primitive f, primitive quelconque de petit f? Comme on a fait un lien entre grand F et fa, on va calculer fb moins fa en utilisant l'expression de f en fonction de fa. Ça me donne fa de b plus c, moins fa de a, moins c. Comme les c s'éliminent et que fa de a est nul, on récupère donc bien fa de b qui est l'intégrale entre a et b de f de t dt. Donc ce théorème prouve que, peu importe la primitive de petit f, on sait qu'elle existe puisque f est continue, et une fois qu'elle existe, on sait calculer, enfin une fois qu'on sait la déterminer, on sait calculer l'intégrale entre a et b de f de t dt. Donc on vient bien de démontrer que le calcul d'une intégrale se ramène au calcul d'une primitive. C'est vraiment un très beau résultat, puisqu'on est parti d'une construction d'intégrale, je vous le rappelle, qui était purement géométrique. Terminons cette séquence de cours par ce corollaire et un exercice qui s'y rapporte. Alors ce corollaire, je me rappelle très bien, la première fois que je l'ai vu, quand j'étais étudiant à votre place, je me suis dit, mais c'est quoi ce corollaire? C'est complètement idiot. Il propose finalement le calcul d'une intégrale qui est triviale, puisque là on vient de dire que le théorème fondamental du calcul intégral nous dit que dès lors qu'on sait calculer une primitive de l'intégrande, on sait calculer l'intégrale. Et là, vu que sous l'intégrale j'ai une dérivée, une primitive, c'est facile à calculer. Une primitive de f', c'est toujours f. Donc finalement, ce corollaire dit que le calcul de cette intégrale est idiot, puisqu'une primitive de f' c'est petit f, et c'est donc f de b moins f de a. Tout ce petit monde existe bien, puisque la fonction f elle est supposée de classe C1 sur l'intervalle considéré. Donc vraiment, ce corollaire, pour moi, n'avait pas d'intérêt précis. Mais ça, c'était oublié complètement tout le reste du cours. Je vous rappelle quand même qu'on est parti d'une construction géométrique de l'intégrale pour arriver à un théorème de calcul différentiel qui nous dit qu'une intégrale se calcule à l'aide d'une primitive. C'est le théorème fondamental du calcul intégral. Or, ce théorème, ce corollaire-là, est un corollaire qui est absolument fantastique. Puisque finalement, il propose quoi ce corollaire? Il propose de contrôler, vous l'avez reconnu, un accroissement fini de f à l'aide de la dérivée. C'est ça qui permet de faire ce corollaire. Il permet de contrôler ce qu'on a appelé, nous, un accroissement fini de f à l'aide de la dérivée. Donc si on sait contrôler la dérivée, on sait contrôler les accroissements finis de f. Ce qui veut donc dire que ce théorème-là, en fait, en son sein, contient l'inégalité des accroissements finis. Je m'explique. Si je suppose que A est plus petit que B, si ce n'est pas le cas, il suffit de multiplier par moins 1 et de permuter les bornes. Donc on pourra toujours évidemment se ramener à ce genre de situation. Imaginons que A soit plus petit que B. Donc je vais vous montrer qu'on peut montrer l'inégalité des accroissements finis via ce résultat-là. Effectivement, la fonction f sera une fonction donc, de classe C1 sur l'intervalle AB, puisque le segment AB est tout entier inclus dans I. Comme la fonction f' est continue, la fonction valeur absolue de f' sera continue également comme composée de fonctions continues. Donc cette fonction-là, elle est continue sur le segment AB. En tant que fonction continue sur un segment, elle atteint ses extrémités. Donc je peux bien dire qu'il existe une constante que je vais appeler grand M1, qui est définie comme le max sur l'intervalle AB de la fonction f'. Donc je suis capable de dire que la dérivée est bornée sur l'intervalle AB. Donc on sait dans ce cas-là qu'on est dans l'application de l'inégalité des accroissements finis. L'inégalité des accroissements finis, elle dérive directement de cette relation-là. Puisque la valeur absolue de f de b moins f de a, ça, d'après l'inégalité qui est ici, c'est l'intégrale entre a et b de... la valeur absolue de l'intégrale entre a et b de f' de t dt.
Les majorations classiques sous l'intégrale nous disent que ça va être majoré par l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f' de t dt. Or, je sais majorer cette intégrande par grand M1. Ceci est donc majoré par l'intégrale entre a et b de M1 dt. Ça parce que a est plus petit que b, ce que j'ai supposé ici, et que ce nombre-là est toujours majoré par sa borne supérieure, par son maximum. J'intègre maintenant une fonction constante sur l'intervalle considéré. J'obtiens que ceci est plus petit que M1 fois B-1. Donc on peut réaliser évidemment exactement la même chose en supposant que A est plus grand que B. Il suffira de simplement de multiplier les inégalités par moins 1. Donc on voit bien que vous récupérez que f de b moins f de a en valeur absolue est majoré par la bande supérieure de la dérivée de la fonction f fois la valeur absolue de b moins a. Vous récupérez l'inégalité des accroissements finis. Donc cette égalité-là contient l'inégalité des accroissements finis, c'est-à-dire est une relation globale qui permet de contrôler les accroissements finis de f à l'aide de la dérivée. Donc cette relation, elle est très précieuse, et d'ailleurs ça va être l'embryon quelque part d'une formule beaucoup plus générale qui s'appelle la formule de Taylor avec reste intégrale qu'on verra à la prochaine séance de cours. Donc ce corollaire a tout d'un corollaire fondamental, notamment dans les exercices, quand il s'agit de contrôler les accroissements finis d'une fonction. Terminons cette séquence par l'exercice numéro 12, qui est un exercice qui propose de majorer la valeur absolue de f de x sur le segment 0,1 par cette intégrale, donc l'intégrale de sa dérivée, avec une fonction qui est supposée de classer 1 sur l'intervalle 0,1 et qui vérifie f de 0 est égal à 0. Alors, quand on analyse cet exercice, il y a plusieurs choses qui me parlent. Il y a déjà la dérivée. Alors, la dérivée, pour moi, ça peut venir de deux choses. Soit l'expression qu'on vient de voir, c'est-à-dire soit le fait que je peux écrire, lorsqu'une fonction est de classe C1, f de b moins f de a va être égal à l'intégrale entre ici a et b de f' de t dt. Donc on peut forcer l'apparition d'une dérivée comme ça sous l'intégrale par le théorème fondamental du calcul intégral. Ça, c'est la première idée qui peut nous venir. Ou, éventuellement, faire une intégration par partie. Donc voilà les deux idées qu'on peut avoir pour faire apparaître une dérivée sous l'intégrale. Intégration par partie ou appliquer quelque part la formule des accroissements finis, version intégrale, c'est-à-dire ce qu'on appellera la formule de Taylor-Lagrange ici à l'ordre 0. Ça, c'est la première idée. La deuxième chose que je vois apparaître ici, c'est un carré et une puissance 1/2. Et ça, par contre, ça ne trompe pas. Il y a, à mon avis, qu'une seule idée à avoir dans ces cas-là. C'est l'inégalité de Cauchy-Bouniakowski-Schwarz. Je ne sais pas écrire Bouniakowski. Je vais simplement me limiter à Cauchy et à Schwarz. Probablement pour ça qu'il n'est pas passé à la postérité, le pauvre homme. Bon, bref, revenons à notre exercice et passons à la majoration qui nous intéresse. Étant donné qu'on a une hypothèse ici sur f de 0, je vais plutôt tenter dans un premier temps d'utiliser cette relation-là, c'est-à-dire qui est simplement une réécriture de f de x moins f de 0, mais une réécriture intégrale. C'est-à-dire dire que ça, c'est l'intégrale entre 0 et x de f' de t dt. Donc là, on a réussi à faire apparaître notre fonction dérivée sous l'intégrale. Alors, comme j'ai besoin de valeurs absolues, je vais appliquer les valeurs absolues. Donc f de x moins f de 0 en valeur absolue est égal à l'intégrale entre 0 et x de f' de t dt. Et pour me ramener à une intégrande positive et à une intégrale sans les valeurs absolues, je vais dire que cette intégrale-là est majorée par l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. J'ai bien vérifié que 0 était évidemment plus petit que x étant un élément de l'intervalle 0,1, ce qui est nécessaire à utiliser cette majoration sous l'intégrale. N'oubliez jamais les bornes. Là maintenant, je vais appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Pour appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui propose la majoration d'un produit, il me faut un produit. Étant donné que cette fonction-là, elle va être passée au carré, l'autre fonction qui intervient dans le produit, ça sera probablement la fonction constante égale à 1.
Donc là, si j'applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle me dit que l'intégrale du produit de cette fonction avec cette fonction, ça va être l'intégrale entre 0 et x de la fonction 1 élevé au carré dt à la puissance 1 demi, multiplié par l'intégrale entre 0 et x de la valeur absolue de f' au carré, donc le carré tue les valeurs absolues, dt à la puissance 1 demi. On commence à se rapprocher du résultat. Il faut calculer cette intégrale-là. Alors ici, comme j'intègre la fonction constante égale à 1 entre 0 et x, cette intégrale, elle mesure x. Donc on obtient que ceci est majoré donc, par racine de x fois l'intégrale entre 0 et x de f' de t au carré dt, tout ça à la puissance 1 demi. Alors, pour récupérer ça, il faudrait majorer cette expression et majorer cette expression. Alors, pour la première, ça c'est pas bien compliqué. Ce terme-là, il va être majoré sur l'intervalle 0,1 par racine de 1. N'oublions pas ici que x il appartient à l'intervalle 0,1. Et donc, a priori, il n'y a aucun souci. La majoration, elle est établie. Pour l'autre majoration ne pose pas véritablement de problème non plus, puisque vous êtes en train d'intégrer une fonction positive. Donc, imaginez ici que vous soyez entre 0 et x et que vous avez 1 ici. Vous avez une fonction ici qui est positive. Donc là, moi, j'ai l'intégrale entre 0 et x de f' de t au carré. Hein, la fonction est positive dt. Donc, pour aller jusqu'à l'intégrale entre 0 et 1, il faudrait rajouter cette partie-là, qui est une partie qui est positive ou nulle. Donc, vous récupérez assez naturellement que l'intégrale entre 0 et x de votre intégrande positive va être plus petite que l'intégrale entre 0 et 1 de la même intégrande, puisque la fonction qui est sous l'intégrale est une fonction à valeur positive et que x est compris entre 0 et 1. Donc, comme la fonction racine est une fonction qui est croissante, eh bien, en mettant un nombre qui est plus grand à l'intérieur de la racine, on obtient quelque chose qui est au final plus grand. Donc, comme ça, je le majore par 1 et ça, je le majore par l'intégrale entre 0 et 1 de f' de t au carré dt à la puissance 1 demi, on a bien obtenu notre majoration. On a simplement fait des majorations dans des produits de termes positifs. C'était ce qu'il fallait établir. On a donc bien réussi à montrer cette inégalité. Alors, ici, l'intégration par partie était de toute façon inenvisageable, puisque la fonction f n'étant pas sous une intégrale, on n'avait pas le choix. Il fallait utiliser notre espèce d'égalité des accroissements finis sous forme intégrale.